Ces deux courbes sont normalisées, c'est-à-dire qu'on a mis leur maximum à la même hauteur. Sinon, celle concernant le Soleil serait 1 million de fois plus haute que celle de la Terre, ce qui induirait quelques petits problèmes de lisibilité. Les bandes de couleur représentent la proportion de l'énergie rayonnée qui est interceptée par les gaz à effet de serre, et ce, pour chaque longueur d'onde. En fait, il y a quelques recouvrements, mais ils ne sont pas représentés sur le schéma pour simplifier les choses. On constate assez facilement, en regardant ce petit diagramme, que le pic du rayonnement solaire est dans le visible. Les gammes ultraviolet visibles, proche infrarouge, infrarouge lointain sont indiquées en bas du diagramme, alors que la Terre n'émet rien d'autre que de l'infrarouge lointain. On constate que les infrarouges reçus du Soleil sont des proches infrarouges, qui ne sont pas les mêmes, et sont moins arrêtés que ceux émis par la Terre. On constate que le rayonnement ultraviolet du Soleil est quasiment totalement arrêté par l'ozone, à gauche, grâce à quoi nous sommes en vie. On constate que la lumière visible du Soleil est très peu interceptée par l'atmosphère, ce qui se constate facilement. On constate que tout le rayonnement émis par la Terre est partiellement ou totalement absorbé par un gaz à effet de serre. Il y a de la couleur sous chaque longueur d'onde, au sein desquelles c'est de loin la vapeur d'eau qui en arrête le plus, bleu clair à droite. Que c'est bien parce que ces longueurs d'onde arrêtées par divers gaz à effet de serre sont différentes, en première approximation, que les effets des gaz se cumulent. Si tous les gaz à effet de serre agissaient sur les mêmes plages de fréquences, on voit bien que cela saturerait très vite sur ces fréquences, mais que cela laisserait le rayonnement repartir sans encombre pour le reste. Enfin, que de rajouter des gaz à effet de serre a un impact d'autant plus important que la proportion du rayonnement déjà absorbé par ce gaz est faible. L'effet est d'autant plus important qu'il reste du noir vers le haut et que la bande d'absorption est large sur la courbe. Pourquoi dit-on que la planète se réchauffe? Imaginons un lac de montagne. Lorsque tout est en équilibre, il reçoit autant d'eau de l'amont qu'il en déverse vers l'aval et son niveau est constant. Au moment de la fonte des neiges, le débit entrant va augmenter, le lac va réagir en montant son niveau jusqu'à ce que le débit sortant, qui augmente avec la hauteur d'eau, devienne égal au débit entrant, puis va se stabiliser à ce niveau. Si à l'inverse le débit entrant diminue, par exemple l'été, le lac va baisser jusqu'à ce que le niveau sortant devienne faible. L'eau va tout juste affleurer la surface de sortie, puis va se stabiliser à ce niveau. On peut aussi modifier l'écoulement de sortie. Si les enfants font un barrage, le niveau de l'eau va monter jusqu'à ce que l'eau, passant suffisamment par-dessus ou par les trous, le débit sortant équilibre de nouveau le débit entrant. Dans tous les cas de figure, une modification du débit entrant ou sortant a pour effet, après un certain délai, de stabiliser le lac à un niveau différent. Il en va de notre atmosphère comme de notre lac de montagne. En effet, tout corps isolé dans l'espace veut dire qui ne touche à rien d'autre, et c'est bien le cas pour notre planète, et dont la composition ne varie pas, a tendance à aller vers un état stable où il émet autant de rayonnement qu'il en reçoit de l'extérieur, comme notre lac a tendance à recevoir autant d'eau qu'il en déverse. Nous avons vu que la Terre recevait son énergie directement du Soleil. Les étoiles ne nous chauffent pas beaucoup, car elles sont très loin, et l'énergie géothermique est parfaitement marginale en regard de l'énergie solaire. Le rapport entre les deux est de l'ordre de 1 pour 10 000. En première approximation, ce rayonnement solaire ne varie pas au cours du temps, du moins pas sur quelques siècles. En fait, c'est faux. Il varie très légèrement, mais ces variations sont faibles en regard de ce que nous regardons ici. La Terre émet aussi de l'énergie uniquement sous forme de rayonnement infrarouge, sur le même principe que les radiateurs du même nom dans nos salles de bain. De même que notre lac de montagne, la Terre, avec son atmosphère, a naturellement tendance à rayonner autant d'énergie sous forme d'infrarouge qu'elle reçoit d'énergie du Soleil, pour équilibrer les échanges. Comme le rayonnement solaire ne varie pas, cela va dire que les infrarouges qui quittent l'atmosphère vers l'espace ont tendance à rester à un niveau constant eux aussi. Les activités modernes de l'homme ont pour tendance d'augmenter la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre, qui ne laisse pas bien passer les infrarouges émis par la Terre. L'atmosphère devient donc plus opaque aux infrarouges, qui ont plus de mal à partir vers l'espace. C'est l'élévation du niveau du barrage dans l'analogie avec notre lac, ou l'augmentation de l'épaisseur des vitres dans l'analogie avec la Terre. Faible effet de serre. La fraction du rayonnement émis par la surface qui est interceptée par l'atmosphère est faible. Fort effet de serre, le rayonnement émis doit être plus important, et donc la Terre plus chaude, pour que la partie qui arrive toujours à quitter l'atmosphère reste la même. Le reste de ce qui est émis par le sol est intercepté par l'atmosphère et renvoyé vers le sol, non représenté ici, mais cela l'est sur le dessin représentant les échanges thermiques dans l'atmosphère.
L'énergie de ces infrarouges supplémentaires retenus prisonniers va chauffer le système atmosphérique et la surface terrestre. De ce fait, la Terre va rayonner de plus en plus d'énergie. La quantité d'énergie rayonnée augmente avec la température. Un four froid rayonne moins d'énergie qu'un four chaud, ce que tout le monde peut facilement constater, jusqu'à ce que la partie qui arrive à quitter l'atmosphère soit devenue la même que celle qu'elle était avant l'augmentation de l'effet de serre, figure ci-dessus. Le nouvel état d'équilibre est atteint. Il met quand même quelques siècles après modification de l'atmosphère, mais dans l'intervalle, la surface et l'atmosphère se seront réchauffées. Comme nous sommes désormais en train d'augmenter chaque jour un peu plus l'opacité de l'atmosphère aux infrarouges, le processus décrit ci-dessus est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on dit que la Terre se réchauffe. Mais le réchauffement de la planète a-t-il commencé? Pour savoir comment évolue l'atmosphère, la première chose est de pouvoir la mesurer. Cela semble évident, mais c'est pourtant une sérieuse limitation quand on parle d'évolution de la température moyenne au cours du temps, car une moyenne n'a de sens que si on dispose de suffisamment de points de mesure, et qu'en outre, la mesure est toujours effectuée de la même manière, pour éviter les différences simplement liées au fait qu'on a changé de méthode. Selon la période à laquelle on s'intéresse, il y a différents moyens de mesurer ou reconstituer les paramètres. La mesure directe, avec un thermomètre, ayant une fiabilité acceptable, n'est possible que depuis 1860. Les mesures directes de la température ne permettent donc pas un recul supérieur à un siècle et demi. En outre, à cette époque, 1850, et même pendant un certain temps après, les stations de mesure au sol étaient peu nombreuses, et l'océan en particulier était très mal couvert. Enfin, la manière de mesurer la température n'était pas nécessairement la même selon les endroits. Si l'on reprend l'exemple de l'océan, et disons que nous sommes en 1900, tel bateau pouvait mesurer la température de l'eau contenue dans un seau remonté par-dessus le bord, alors que tel autre mesurait cette température avec le tuyau d'alimentation de la chaudière à vapeur. Le résultat n'était pas nécessairement le même. Il faut donc corriger les différentes séries disponibles pour les rendre cohérentes les unes avec les autres. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, si un même bateau a mesuré la température des deux manières différentes et constaté un écart constant selon la manière de mesurer, il est alors possible d'harmoniser les deux types de mesures en corrigeant les valeurs obtenues avec la méthode 1 pour les rendre comparables avec celles effectuées par la méthode 2. De telles corrections sont aussi nécessaires lorsque l'on déplace une station de mesure au sol, par exemple en périphérie d'une ville, lorsque l'on change d'appareil de mesure, ou encore d'heures de mesure de la température dans la journée. Si l'on reporte la moyenne de ces températures mesurées une fois harmonisées de manière adéquate, on obtient la courbe ci-dessous, qui est déjà une première indication. Voici l'évolution des températures moyennes de l'air au niveau du sol depuis 1850 et les tendances. L'axe vertical de gauche représente l'écart à la moyenne pour la température planétaire durant la période 1961 à 1990. Il s'agit en fait d'une double moyenne, géographique sur la totalité de la planète et temporelle sur 30 ans. Et l'axe de droite représente la valeur absolue de la température planétaire qui est donc de 14,5 degrés environ actuellement. Les points noirs donnent les valeurs annuelles, ou plus exactement la meilleure estimation de la valeur annuelle, ce qui signifie par exemple que l'année 1860 a probablement été plus froide d'environ 0,35 degrés que la moyenne de 1961 à 1990. Cet écart valant 0,55 degrés pour 1861, etc. La courbe bleue au centre donne la moyenne glissante de ces valeurs sur 10 ans, afin de visualiser plus facilement l'évolution. Et la zone grisée qui entoure cette zone donne la barre d'erreur, l'intervalle de confiance à 95%. Enfin, les droites de couleur donnent la tendance, linéaire sur les durées indiquées, avec l'augmentation moyenne par décennie qui figure sur la légende. On notera que cette augmentation moyenne par décennie accélère nettement avec le temps. La baisse et la hausse très modérée qui ont suivi 1945 sont peut-être dues à la pollution locale intense. Cette dernière est un facteur de refroidissement qui a pris place pendant les 30 glorieuses périodes d'intense activité industrielle. Ce sont toutefois les raisons appelées plus haut qui expliquent que l'élévation de la température, qualitativement très nette, est donnée avec une marge d'erreur pour sa valeur exacte. La température moyenne de l'air au niveau du sol est considérée comme ayant augmenté de 0,75% à plus ou moins 0,2 degrés depuis le début du XXe siècle. Cette courbe permet aussi de constater que les années les plus chaudes du XXe siècle sont toutes très récentes.